faut qu'on arrive à parler des enjeux de la COP27 parce que c'est une grand-messe, vous avez suivi, c'est des dizaines de milliers. Il y en a que pour ça dans les médias en ce moment. D'ailleurs, je suivais un article intéressant un élément intéressant sur RFI ce matin qui, allez, comment dirais-je, qui décriait un peu les conditions parce que ça coûte énormément cher là-bas. Bref, la plupart des convives, des invités là-bas, des participants se plaignent. Il y a quelqu'un qui disait qu'il fallait payer 100 euros, l'équivalent de 100 euros, 100 dollars pour 3 sandwichs et des trucs comme ça. D'ailleurs, si vous me suivez et que vous êtes là-bas, ben, faites-moi partie de votre expérience. Hein. Aidez-moi à partager votre expérience dans cette communauté. Comment ça se passe là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui est parti là-bas à la COP27? Si tu regardes cette vidéo, ben, partage-nous un peu ton expérience parce que moi, j'y suis pas et beaucoup d'entre nous ici n'y sont pas allés. J'espère être là à des prochaines éditions, mais ça, là, j'y étais pas. Ça se passe en Afrique. Ce serait quand même bien d'entendre de certains Africains qui, eux, ont pu faire le déplacement et ce serait bien qu'on entende de vous. Et donc, pour revenir aux enjeux, les amis, c'est des dizaines de milliers de personnes, y compris les chefs d'État, des chefs d'État et de gouvernement ou de gouvernement des 197 nations, comme je le disais. Et pendant 2 semaines, donc, ils seront là à discuter et les discussions seront consacrées sur la négociation autour d'enjeux de taille, notamment ceux de s'assurer que les promesses faites depuis des années voient enfin le jour. Alors, les conséquences du changement climatique ne sont plus à démontrer, les amis, comme vous pouvez le voir ici. On parle de la sécheresse, des sécheresses records dans la corne de l'Afrique. On passe par les inondations au Nigeria qui ont fait des centaines de morts et qui ont ravagé les voisins tchadiens, camerounais, l'avancée de la mer sur la façade côtière du Sénégal. Donc, on passe, et j'en passe et des meilleurs. C'est comme ça, on voit que la terre, les pluies qui deviennent, les saisons de pluie qui deviennent déréglées. Où que vous soyez en ce moment, vous sentez que parfois, il fait plus chaud que d'habitude, plus froid que d'habitude. Donc, les changements, ils ne sont plus à démontrer. Mais on parle de concrétiser les promesses, les amis, en concret. Qu'attendent les pays africains de cette COP27? Parce qu'il faut qu'on parle aussi de ça. C'est bien de dire COP27. Nous, on est africains, on prend une perspective africaine et une perspective congolaise en particulier. Mais il faut comprendre, les amis, d'abord, que les pays industrialisés polluent la planète et ils la détruisent depuis 3 siècles. Vous comprenez, les amis? Les pays industrialisés, ils s'industrialisent depuis la nuit des temps. Ça fait 3 siècles qu'ils polluent sans limite et donc qu'ils abîment la planète. Si on en est là, c'est en particulier à cause d'eux. C'est eux les gros pollueurs, les pays du G20. D'accord? Ils le reconnaissent volontiers, mais c'est bien gentil. Mais maintenant, il faut passer à la caisse. Hein? Il faut passer à la caisse. Il faut faire des compensations. Pas seulement compensations en parole. Il faut faire des compensations financières et sociétales. Et je vous explique pourquoi financières et sociétales. Donc, les pays moins développés, notamment les pays africains, ben, ils considèrent que ils sont des victimes des changements climatiques, alors que eux, ils y contribuent finalement que très modestement aux émissions de gaz à effet de serre. Je vous rappelle, les amis, l'Afrique, c'est seulement 3 petits pourcents, 3% des émissions globales. Et encore, si vous enlevez l'Afrique du Sud et le Nigeria, vous tournez autour de 1%. Donc nous, dans cette affaire de réchauffement climatique ici et de ceux qui causent le réchauffement climatique, en fait, en parlant des coupables, en parlant des causes, on n'y est presque pas. On est une entité négligeable. On n'y est presque pas. Donc, c'est aux pollueurs de payer pour leur pollution et de changer leurs habitudes de consommation. Et on en est là. Donc, aujourd'hui, les pays africains demandent aux pays euh, 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 pollueurs qu'ils honorent leurs promesses. Vous savez, alors je vais juste vous mettre l'image, un petit instant. Les pays africains, ils demandent aux pays riches, les pays pollueurs, d'honorer leurs promesses de verser 100 milliards de dollars par an, voyez-vous? Et 100 milliards de dollars par an, c'est à peu près 0,3% de leur PIB, de leur richesse à eux, chaque année. Vous savez, ce chiffre, il provenait d'un rapport scientifique reconnu en la matière, publié, je pense, en 2009 par un grand scientifique sur l'environnement, l'écologie et le climat. Et donc, c'était à cette époque-là,
à peu près 0,3% de leur PIB. Bon, c'est resté un peu comme un totem. Il y a eu un certain fétichisme autour de 100 milliards par an. Écoute, ça aurait pu être 99 ou peut-être 101 milliards pour ceux qui se posent la question. C'était à peu près 0,3% du PIB des pays riches. Mais pourquoi faire? Eh bien, pour aider les pays moins riches à s'adapter au changement climatique, notamment en réduisant les émissions des gaz à effet de serre, ce que l'on appelle l'atténuation dans le cadre des négociations du climat. Donc, mais aussi, c'est en transformant leur mode de vie. Donc, aider les pays à amorcer ce changement vers changement d'habitude, changement de leurs us et coutumes pour adopter des usages qui seraient moins dévastateurs pour la planète. C'est ça qu'on appelle en gros l'adaptation. En plus, les pays moins riches exigent aussi la reconnaissance des dommages et pertes qu'ils ont subis, tels que les effets de l'élévation du niveau de la mer ou les inondations fréquentes. Donc, on retrouve beaucoup ce nouveau jargon qui apparaît depuis quelque temps dans les négociations climatiques, la fameuse expression pertes et dommages. Les pays moins riches, eux, ils exigent une aide financière donc pour faire face aux conséquences de tous ces ravages que nous venons de décrire. Et c'est ce que signifient en gros les mots pertes et dommages. Pertes, parce que c'est d'abord des pertes économiques. Pertes économiques, c'est des choses que l'on peut facilement quantifier en valeur monétaire. Des pertes en maison, en terre, en ferme, les entreprises qui sont perdues. Voilà. Mais les pertes non économiques aussi. Et c'est là que j'en venais à des changements sociétaux. Des pertes non économiques, c'est quand il y a quand il y a mort d'homme. C'est pas quelque chose à laquelle on peut attacher une valeur très facilement. Voyez-vous, c'est des sites culturels, c'est la perte de la biodiversité. Quand la biodiversité est réduite, c'est pas toujours des choses qui sont facilement quantifiables en valeur monétaire. Et donc, après d'intenses négociations, finalement, au bout de longues négociations de plus de 2 jours, ils ont accepté de mettre cette notion de perte et dommage à l'ordre du jour. Donc, on verra, on est en train de suivre ce qui va en sortir. Ce qui m'amène donc à dire 2 mots sur la COP27, la présence de la RDC, parce qu'après tout, c'est aussi un parti pris congolais ici, à cette COP27. Vous avez peut-être suivi, si pas, c'est pas grave. Moi, j'ai suivi pour vous le discours du Premier ministre qui rappelle notamment les méfaits et les ravages du réchauffement climatique sur l'Afrique. Euh, il rappelle par exemple le rapport du GIEC, ce groupe de scientifiques qui estime que ben, le point de non-retour est en train d'être rapidement atteint. Donc, si on ne fait rien très vite, eh ben, il sera bientôt trop tard s'il n'est pas déjà trop tard. Donc, mais scientifique, il fait donc un plaidoyer pour une justice climatique, une éthique sociale et un partenariat gagnant-gagnant. Parce qu'il est scientifiquement prouvé, les amis, que nos forêts du bassin du Congo, elles constituent le premier poumon mondial. Elles absorbent, en termes d'absorption et en termes de séquestration de CO2. Eh bien, il faut donc renforcer la préservation de ces forêts. Il faut donc aider nos populations qui, elles, vivent de ces forêts-là à s'adapter, à changer leur mode de vie vers autre chose. Je vous ai déjà fait un numéro sur la chaîne ici où je allais dans un peu plus de détails sur le fait que pour nos villages, pour nos frères et sœurs qui vivent au village, eh ben, la forêt, c'est le supermarché. C'est leur Walmart, c'est leur Carrefour, c'est leur ShopRite. La forêt, c'est leur pharmacie. Voyez-vous? Donc, eux, ils n'ont pas de scrupules. Quand ils ont faim, ils vont dans la forêt. Quand ils sont malades, ils vont dans la forêt. La forêt, c'est même un lieu un peu mystique où ils ont une relation métaphysique avec voilà, des plantes, des arbres. C'est comme ça qu'ils vivent depuis des années et des années. Donc, arriver à changer les modes de vie et à traiter la forêt différemment, il n'y a pas de discussion, c'est nécessaire. Seulement, ça doit être encadré, ça doit être encouragé. Ce changement, il va demander des financements pour trouver des manières, on va dire, de substitution. S'ils vont plus aller couper les arbres pour se chauffer, bah, on leur propose quoi à la place? Voyez-vous? Et donc, notre forêt, c'est 268 millions d'hectares de forêt humide, ça c'est la forêt équatoriale, dont 62%, c'est-à-dire à peu près 155 millions, se trouvent en RDC.
avec une capacité de séquestration de 24 gigatonnes de carbone. Donc, on est en train de parler, la RDC est pratiquement le contribuant, quand on dit pays solution, au-delà du slogan, moi je pense qu'en tant que Congolais, il faudrait qu'on se rende compte de ce que nous apportons à la table. Et donc, qu'on arrête, et je vais y revenir tout à l'heure, mais quand on prend conscience de ça, on ne peut pas être des mendiants. Ben voilà, on ne peut pas être des mendiants, quel que soit celui qui est en face. On ne peut pas être des mendiants parce que c'est clair qu'on n'est pas les seuls, mais la solution ne peut pas passer autrement que par nous. Lorsque nous avons 62% de cette forêt qui constitue le premier poumon du monde. Mais ça, on n'oublie pas aussi nos tourbières, qui ont une capacité de séquestration de 30 milliards de tonnes, c'est-à-dire 30 gigatonnes de CO2 et 150 mégawatts de capacité de production de production électrique. On n'oublie pas nos minerais stratégiques, cobalt, cuivre, manganèse, nickel. Donc, on est un acteur incontournable, les amis. Nos autorités semblent en avoir pris conscience. Il suffit d'écouter notre Premier ministre, il suffit d'écouter notre vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, développement durable, environnement. Ben, c'est absolument, la prise de conscience, elle est là. Maintenant, il faut que ça se traduise dans des actes concrets.